9 pilotes pénalisés, 4 heures pour connaître la grille de départ après la qualification, un circuit où les 300 km s'avalent bien trop vite à mon goût, un choix discutable sous la Virtual Safety Car et une Safety Car pour finir la course. C'est en quelques lignes le résumé de cette 16e manche du championnat. Bonjour à tous et bienvenue dans le débris. Allez, on perd pas de temps et on rentre direct dans le cœur du sujet. On a pas mal de choses à dire parce que cette course, elle a comporté plusieurs points de controverse, à commencer celui sur la décision stratégique de Ferrari. On replace rapidement le contexte. Ferrari multiplie les erreurs depuis le Grand Prix d'Espagne, mais Leclerc a sorti une splendide pole à domicile, tandis que Max gagne absolument tout en ce moment, son rythme est imbattable et il est le favori malgré une pénalité qui le fait s'élancer 7ème. Au passage, on remercie la FIA pour l'incompréhension générale après la qualification, personne n'était en mesure de donner la grille, et on les remercie également pour avoir changé les règles, car normalement on ne fait absolument pas comme ça dans l'application des pénalités, et Max aurait bel et bien dû partir 4ème. Encore une fois, je trouve qu'on s'est arrangé avec le règlement, parce que la réalité ne renvoyait pas forcément une belle image. Max 2ème, pénalisé de 5 places qui part 4ème, c'est réglementairement bon, mais on a changé pour un truc réglementairement mauvais, parce que sur plan l'image, ça fait mieux qu'il parte 7ème que 4ème. Je le déplore. Mais bref, après 5 tours, il est déjà 2ème, à 2 secondes de Leclerc. Il se rapproche doucement, mais ne passe pas sous la seconde, jusqu'à ce que l'Aston Martin de Vettel ne s'arrête en bord de piste, ce qui provoque une Virtual Safety Car. C'est l'occasion de perdre moins de temps lorsque tu t'arrêtes. On le sait, la pitlane à Monza, c'est une des plus coûteuses, 25 secondes, et l'an dernier, beaucoup des pilotes n'avaient fait qu'un seul arrêt, sous la safety car. C'est l'option que choisit Ferrari pour Leclerc, sauf que c'est arrêté au 12e tour, c'est un petit peu tôt pour tenir les médiums jusqu'au bout, 40 tours, il devra se stopper à nouveau au 33e tour. Était-ce une erreur ? À mon sens, oui, pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas gagner à Monza en faisant 2 arrêts, encore moins face au rythme de Verstappen. Tenter de profiter de la VSC est une bonne idée sur le papier, mais seulement si elle ne te fait pas basculer sur 2 arrêts. Autrement dit, si on voulait tenter le coup, fallait mettre les hard et non pas les médiums à Leclerc. Il est foutu dès l'instant où il doit tenir 40 boucles sur les médiums. C'est un mauvais choix. Il y a un moyen super simple de confirmer que c'était bel et bien une erreur. Personne d'autre ne s'est arrêté sous la VSC. Absolument personne. Ça prouve bien qu'elle est arrivée un petit peu trop tôt. Les équipes savaient qu'en s'arrêtant maintenant, elles ne pourraient soit pas tenir le 1 arrêt, soit devraient faire une course à l'économie sur les hards et donc perdre du temps. Donc s'arrêter sous la VSC, c'était une option moins rapide que toutes les autres options. On va dire que c'est bien, Ferrari a tenté quelque chose, etc. Ils ont pris les devants. Oui, ok, si vous voulez, et il n'y a pas eu de cafouillage hier, mais c'est un mauvais choix, c'est un raté, c'est une erreur, ça leur a fait perdre la P1 automatiquement. Et puis pour l'argument du de toute façon Max aurait gagné s'ils avaient les deux la même stratégie, eh bien on n'en sait absolument rien en fait. La Red Bull était clairement moins dominante qu'à Spa, elle ne se rapprochait de Leclerc qu'à un 10e par tour, et il avait moins de vitesse de pointe. Pas sûr qu'il aurait réussi à le doubler sur la piste. Dans ce cas-là, pour moi, la meilleure option de Ferrari pour gagner, c'est de garder la track position, de rester P1, de faire la même stratégie que Max, de le coller, pas de tenter de basculer sur un seul arrêt, en fait non, en fait deux. Pour moi, ils se sont foirés hier sur la strat. Au moins, ils ne se sont pas couverts de honte, c'est pas non plus le raté de l'année, et avec ça, ils ont assuré au pire la P2, ça fait un podium à domicile, ils ont été battus que par celui qui est imbattable en ce moment, et ils peuvent en plus se réfugier derrière la décision de la fin de course pour détourner l'attention. Ferrari sauve les meubles à Monza, mais pour moi, y a-t-il erreur ? Oui. Enchaînons à présent avec le deuxième sujet qui fait énormément débat depuis hier, c'est la fin de course et ce finish sous la safety car. À la toute fin du 47e tour, sur 53, Ricciardo s'immobilise entre les deux Lesmo, un petit peu loin d'un échappatoire, ce qui fait rentrer la safety car et au final elle restera jusqu'à la dernière boucle et donc on assistera à la 13e course terminée sous safety car de l'histoire, la première depuis Spa l'an dernier, ce qui créera une grosse polémique.
Alors personnellement, je m'inscris en faux contre cette polémique et j'ai déjà envie de rappeler quelque chose. Finir une course sous la safety car n'est absolument pas quelque chose de mal, de mauvais ou de nul. C'est même tout à fait normal et réglementaire. Si les conditions ne sont pas réunies pour reprendre la course avant la fin du décompte, alors elle ne reprend pas et c'est très bien arbitré. Et après avoir dit ça, eh bien il n'y a vraiment plus rien à dire et pas grand chose à polémiquer. En vrai, pour savoir s'il y a scandale hier, il faut répondre à 2 questions. La première, c'est est-ce que c'était une safety car ou un drapeau rouge? Et la deuxième, c'est était-il possible de reprendre plus tôt au 52e ou 51e tour? La FIA, elle répond que l'incident n'était pas suffisamment gros pour nécessiter un drapeau rouge et que la course a terminé sous safety car tout n'était pas prêt pour reprendre en accord avec les procédures et les accords signés avec les équipes. Et pour moi, en effet, quand j'ai bien réétudié tous les on-board, toutes les caméras, tout ce qui se passait sur la piste, il était effectivement très difficile de reprendre au 51e ou 52e tour. C'était un petit peu trop juste, on n'était pas sûr que tout soit réuni, il a manqué un tour, et je préfère qu'on ait décidé un choix assez conservateur plutôt que de relancer alors que tout n'était pas forcément prêt. Et puis, la F1 sait que le public veut que ça reprenne, elle sait aussi que c'est meilleur pour les télévisions, si elle avait pu reprendre, elle aurait repris, qu'on ne se mente pas. Pour ce qui est du drapeau rouge, cela peut se discuter et se justifier, notamment au vu de la grue qui est entrée sur la piste, mais on ne met pas drapeau rouge dès qu'il y a une grue. Réglementairement, la safety car suffit à cela. En plus, au moment où la safety car a été annoncée, on pensait pouvoir pousser la voiture de Ricciardo à la main vers l'échappatoire. Finalement, elle était bloquée en 4ème vitesse. On s'en aperçoit que 3 tours après, il faut faire entrer la grue. Bref, pour moi, grue n'est pas égal à drapeau rouge. Ce n'est pas le cas en Formule 1, réglementairement parlant. On peut faire changer ça, mais dans le règlement d'hier, ce n'était pas le cas. Un drapeau rouge, c'est pour un cas qui demande la mise en pause de l'événement tellement il est important. Quand la santé des pilotes est en danger, quand il y a un énorme carton, quand les barrières doivent être réparées, quand la piste était obstruée. Et sincèrement, c'était absolument pas le cas hier. On va pas se mentir, je comprends que certains peuvent réclamer le drapeau rouge hier, mais c'est uniquement parce qu'on est en fin de course. On va pas mettre un drapeau rouge à chaque voiture stoppée sur le bord de la piste. Si l'incident avait eu lieu au 5e tour, c'est safety car et on n'en parle même pas. Et si jamais la direction de course avait mis un drapeau rouge, on l'aurait accusé de donner la possibilité à Leclerc de se battre pour la victoire, alors que le résultat était déjà fait. Et dans les faits, ceux qui auraient posé cette accusation n'auraient pas totalement tort, parce que c'est un vrai choix du directeur de course. Et là, hier, il n'y avait pas les conditions pour un drapeau rouge. Donc pour moi, il n'y a absolument aucun scandale dans ce qui s'est passé hier soir. Ça s'est juste terminé de la manière la plus réglementaire possible et la seule manière qui compte. Les 2 seules choses que l'on peut vraiment déplorer dans la gestion des événements hier, c'est d'avoir mis plus d'1 minute pour annoncer la safety car. On voit ça beaucoup trop souvent, on l'avait déjà vu avec Bottas arrêté à Zandvoort la semaine dernière. Je comprends pas qu'on mette tant de temps. Et ensuite, une nouvelle fois, il m'a semblé que les commissaires n'étaient pas très professionnels sur le bord de piste, ils ont mis beaucoup de temps et ils semblaient assez hésitants dans leur manœuvre. Ça aussi, on le voit trop souvent. Il faut peut-être réfléchir à la question, mettre en place une formation ou un pool de commissaires. Mais ça, ce sujet, on en a déjà parlé des dizaines de fois et la question n'est jamais réglée. Sinon, à part ça, la Formule 1 est une compétition sportive, pas un show. Ce n'est marqué absolument nulle part, c'est une compétition automobile. Et je suis totalement en accord avec la manière dont a été gérée la fin de course. Et vous pouvez même m'accuser d'être un pro-max puisque je suis fan de Ferrari. Et techniquement, la décision a le désavantage Ferrari. Je dis juste mon vrai avis. Après, maintenant, à tête reposée, on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'à partir de l'an prochain, on ne créerait pas une règle qui dit que toute safety car ou virtual safety car à moins de 5 ou 10 tours de l'arrivée se transforme automatiquement en drapeau rouge? Et là, on retombe dans le débat sport versus spectacle. On retombe sur toutes les questions qui ont animé l'intersaison après ce qui s'est passé à Abu Dhabi, sur tous les débats nauséabonds où certains confondent beaucoup de choses. Personnellement, je trouve qu'aplanir les stratégies, stopper la course, réduire les écarts, remettre tout le monde à égalité, tout ça pour un événement artificiel qui ne nécessite pas vraiment un drapeau rouge, eh bien certes ça crée du spectacle, mais est-ce vraiment ce que l'on veut dans une compétition automobile? Et ensuite, est-ce que c'est vraiment juste?
À mon sens, non. C'est même assez injuste. Hier, Verstappen menait avec 17 secondes, ça nécessitait pas de drapeau rouge. Si on avait mis le drapeau rouge juste pour le spectacle, ça aurait pénalisé injustement Verstappen. C'est un débat compliqué, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais que dans la philosophie du sport auto, ne pas mettre de drapeau rouge automatique reste quand même le choix logique. En tout cas, c'est mon avis, on est libre d'en débattre. Et je sais que dans d'autres catégories, il y a la règle des drapeaux rouges, etc., qu'elle est plutôt bien acceptée, qu'elle marche bien. Si on la met, au moins, ce serait marqué noir sur blanc, ce serait clair pour tout le monde, on saurait comment ça se passe, ça éviterait les horribles confusions comme à Abu Dhabi, mais on trouverait toujours des choses à redire, ça irait jamais, il y aurait un accident au 11e tour de la fin, et on mettrait pas de drapeau rouge, ça ferait polémique, bref. On aurait d'autres soucis. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de ça. Ce qu'on a surtout besoin, c'est de la clarté, de la transparence et de la cohérence sur les décisions de la FIA. C'est dur à mettre en place. Il faut aussi que le public soit de bonne volonté, parce que si hier, on regarde tous les éléments dans leur réalité, franchement, il n'y a pas de quoi faire un scandale. Mais bref, assez parlé de ces deux gros débats qui animent l'après-course et sur lesquels il fallait évidemment dire un mot, surtout que j'ai pas forcément le même avis que l'avis général sur la safety car. Maintenant, revenons-en aux pilotes et parlons d'eux au cas par cas. Encore une fois, il n'y a juste rien à dire sur Max Verstappen, même quand il part 7ème, c'est lui le favori, il est 2ème au bout de 5 tours, et ensuite il n'y a pas à forcer son talent pour concrétiser. Un peu dommage que Ferrari l'ait laissé seul en piste à partir du 12ème tour. En fait, je crois que je devrais enregistrer une séquence sur Verstappen que je rejouerai chaque semaine, ça me ferait gagner du temps. Malgré tout, ne banalisons pas ce qu'il est en train de faire, c'est absolument énorme. La prochaine fois qu'il gagne, il n'y aura plus que Prost, Senna, Vettel, Schumacher et Hamilton qui auront plus triomphé que lui en Formule 1. Ça vous place déjà le bonhomme, c'est fou. Le deuxième titre peut être atteint dès Singapour si Leclerc ne fait pas un top 7 ou quelque chose comme ça. Peu importe, on le sait, ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est la chasse à 3 records qu'il va tenter d'obtenir. Les 13 victoires en une saison, il en est à 11, il reste 6 courses. Les 9 victoires consécutives, il en est à 5. Et les 18 podiums sur une année, il en est à 13. Va-t-il faire le 3 sur 3 ? On aura bientôt la réponse et on assiste donc peut-être à la saison la plus dominante statistiquement de tous les temps. Leclerc, lui, n'a absolument rien à se reprocher, si ce n'est d'avoir acquiescé le plan de son équipe. On sent qu'ils sont pas encore totalement en phase au niveau de la communication et des plans sur la stratégie. Mais bon, il n'a pas toutes les données, une nouvelle fois, je le répète. Et à part ça, sa pole était splendide, même fantastique. Et en course, seul Max, une nouvelle fois, peut le battre. Il a fait son travail, il enchaîne 2 podiums consécutifs pour la première fois depuis Jeddah et Melbourne. Et ouais, je trouve la stat folle. C'est cool de voir que les éléments le laissent un petit peu tranquille. Qui peut engranger ses résultats ? Il fonce tout droit vers une place de vice-champion qui serait bien méritée. Et comme à Zandvoort, on a eu droit aux 3 mêmes hommes sur le podium, puisque c'est Russell qui prend son 7ème podium de l'année, autant que Leclerc, Sainz et Perez avec une Mercedes. Ça montre une nouvelle fois l'énorme saison qu'il fait, et je répète, je commence à manquer d'adjectifs pour qualifier à la fois sa propreté, sa magnifique capacité d'optimisation, son calme, sa régularité et son niveau de performance, notamment face à Hamilton. En qualification, il signe le même temps que son coéquipier, c'est quand même assez exceptionnel. Puis ensuite, avec les pénalités, il est le 3e homme de la course et il le reste. Sur le premier relais, il est même globalement dans les temps de Leclerc et Verstappen, ce que j'ai trouvé vraiment fort. Et au final, il n'a jamais été inquiété par Sainz, qui pourtant revenait fort avec une Ferrari. Non, franchement, sur le podium, on avait les 3 meilleurs pilotes de cette saison, et George ne vole absolument pas sa place dans ce trio. Ensuite, pour finir sur les top teams, les 3 autres pilotes étaient concernés par des pénalités. D'abord Sainz, parti 18ème, il arrache au final le meilleur résultat qu'il pouvait prendre et effectuer une remontée impressionnante sur le premier relais, bravo. Si je suis tatillon, je trouve quand même sa Q3 un petit peu loin de Leclerc, il met quand même une petite claque, et en plus, il lui a pas donné l'aspiration, et je trouve que son rythme est difficile à évaluer parce que Leclerc et lui sont pas sur la même course, et quand Leclerc est ressorti devant lui avec des médiums certes neufs, il l'a vite distancé. Et au final, je me demande si la P3 n'était pas censée être pour lui plutôt que pour Russell. Mais bref, c'est un bon week-end de Carlos, et encore une fois, on pourra regretter qu'il prenne cette pénalité moteur. Il y a quand même une saison où il prend beaucoup de pénalités, c'est dommage, ça l'empêche de prendre des gros points.
Hamilton lui a perdu énormément de temps au premier virage où je n'ai pas compris sa stratégie, il a été trop précautionneux, il a refusé de prendre le premier virage et la chicane alors que personne ne l'empêchait, et au final le temps d'enjamber le boudin, il a eu du mal à la réaccélération, il est passé dernier, et du coup ça lui a fait prendre un train de retard, il a dû faire les dépassements vraiment au forceps, et du coup ça l'empêche de viser vraiment plus haut dans cette course, même si au final sa 5ème place est le meilleur résultat qu'il pouvait obtenir. Enfin, Pérez a été malheureux avec cet énigmatique problème sur la roue avant droite au début, qui ne l'aura pas fait abandonner, contrairement à ce qu'on croyait au début, mais qui l'aura obligé à s'arrêter super tôt, à passer donc sur 2 arrêts et à compromettre sa course. Bon, maintenant on le sait, sa voiture est totalement différente de celle de Max. Difficile du coup de l'incriminer pour les 9 dixièmes d'écart qu'il mange en Q3 et pour le fait d'avoir un peu plus de mal à remonter dans le peloton. Surtout qu'à la fin, il prend le meilleur résultat qu'il pouvait lui aussi en chippant le point du meilleur tour à Leclerc. Du point de vue de l'écurie, il fait le travail, surtout que le titre constructeur, il est déjà assuré. Maintenant, si on met les compteurs à zéro au niveau des points, ça risque d'être difficile l'an prochain d'être champion constructeur si Checo a une voiture qui peine autant. Bref, son cas est vraiment de plus en plus dur à analyser. Du côté du midfield à présent, on a eu droit à une grosse bataille rapprochée avec pas mal de dépassements, le DRS et tout ce qui s'ensuit. Et pour une des rares fois de la saison, dans cette bataille, il y avait AlphaTauri. Enfin! Généralement l'écurie est bien plus loin que ça, mais ce week-end ça marchait bien, et Gasly en a profité pour s'insérer à côté des Alpines et des McLaren. Première Q3 officielle depuis Bakou, et course passée dans l'aileron de Ricciardo. Ça fait du bien. Alors comme il l'a expliqué, il manquait un peu de traction, notamment dans la parabolique, ce qui l'a empêché de doubler l'Australien, qui avait également une belle vitesse de pointe sans DRS, mais 6ème, 7ème, 8ème, c'est pas important, ce qui compte c'est qu'il y a enfin des points, 4, c'est plus que sur les 7 derniers Grands Prix réunis pour Pierrot, un grand bol d'air, ça fait plaisir. Devant lui, j'ai été surpris de voir que les McLaren marchaient aussi bien, elles qui généralement ont du mal dans la ligne droite avec beaucoup d'appui, et qui s'attendaient à une catastrophe en ayant perdu toutes les qualités qui leur avaient permis de gagner ici même en 2021. Finalement, ils étaient la 4ème force et ils ont fait une belle opération. Alors c'est profondément dommage pour Ricciardo qui allait faire sa 5ème entrée dans les points en 16 courses et en rajouter 4 à ses maigres 19 déjà récoltés. Ça aurait été enfin un peu de positif. Ça doit encore être un coup de massue dur à digérer. En plus, sa qualif était dans les temps de Norris, donc ça c'est vraiment très positif. Maintenant, si on doit être totalement honnête sur sa course, elle reste un petit peu moyenne, il arrive jamais à se détacher de Gasly et de De Vries, alors qu'on a vu que Norris, malgré le fait qu'il est quasiment calé sur la grille de départ et qu'il soit parti loin, il a pu remonter, il a pu le doubler et il a fini largement devant. Donc c'était un rythme encore trop moyen, mais sincèrement ça faisait du bien, c'était positif. Enfin, il a pu rouler devant à un moment où sa cote baisse et il a besoin de se refaire une réputation sur le marché. Voilà, l'essentiel était ailleurs, ça finit mal, dommage. C'était peut-être son meilleur Grand Prix de l'année, en bataille avec Melbourne, que je laisse peut-être un petit peu devant. Et dans tout ça au final, c'est Alpine qui a galéré, alors qu'en début de week-end, on se disait que leur unité de puissance allait leur permettre de faire une bonne opération. Je voyais bien Alonso aller nous chercher une 2ème place sur la grille avec les pénalités, ce genre de truc. Eh bien non, finalement c'était ric-rac pour le passage en Q3, et il n'y a pas de points à l'arrivée pour la 2ème fois de la saison, après Imola. Pour Alonso, la performance était quand même là. Q3, départ 6ème et bataille avec les McLaren, jusqu'à ce triste abandon que l'Espagnol avait vu venir et alerté depuis un moment. Esteban lui a beaucoup plus galéré, sorti en Q2 et battu de 3 dixièmes, pénalisé de 5 places, longtemps bloqué derrière les Aston et puis ensuite derrière Joe. Il avait du rythme à la fin, mais avec tout ça, la pénalité, la qualif un peu moyenne, le fait d'être bloqué, il est arrivé un peu tard sur le groupe des pilotes qui se battaient pour les points, et c'est même pas sûr qu'il aurait réussi à les doubler avec la puissance moteur des uns et des autres, et avec le train DRS. Bon, au final, un week-end un peu oublié, après 2 top performances du côté de Spa et de Zandvoort. Sur le reste de la grille, l'événement du week-end, c'est bien évidemment Nyck De Vries, dont il faut absolument parler. Dans l'Aston, le vendredi pour une 3ème FP1 cette année. Dans la Williams, le samedi, après qu'Albon se soit réveillé avec l'impandicite, le pauvre, on l'embrasse. Et dans les points, dimanche. Une performance bluffante, le coup de cœur de Monza, c'est évident, on va y revenir. Mais en attendant, ça clarifie une chose. Latifi doit s'en aller. Maintenant.
Déjà, il était limite pour avoir le droit de monter en Formule 1 il y a 3 ans. Sa première saison, elle n'était pas bonne. La deuxième, beaucoup y ont vu un déclic, ce n'était pas mon cas. Et la troisième est terriblement en dessous du niveau du plateau. Et là, on a la preuve ultime qu'il n'est pas assez bon pour piloter en Formule 1. De Vries ne connaît pas la voiture, n'a pas 15 grands prix d'expérience pour s'y adapter. Il monte dedans, il le tape en qualif, il passe en Q2, il va chercher 2 points alors que lui, il n'en a toujours pas au classement général. Sérieux, c'est presque la honte. Je répète une nouvelle fois, chaque course faite avec Nicolas Latifi est une course inutile car il n'a absolument pas le niveau pour compter dans ce plateau extrêmement compétitif. Pour moi, il aurait dû être remplacé dès la mi-saison et là je ne sais absolument pas ce qu'ils attendent. S'il a de l'honneur, Capito hier à l'arrivée, il aurait dû lui dire merci, au revoir, on met De Vries jusqu'à Abu Dhabi. Je sais qu'il apporte de l'argent, mais non seulement je n'ose pas croire qu'il en apporte assez pour justifier que Williams perde des grands prix pour rien, et ensuite, même s'il rapporte de l'argent, tant pis. Pour ta crédibilité sur le plan sportif, tu dois le virer. Surtout après ce qui vient de se passer, tant pis, tu perds des sous, je m'en fiche. T'es pas à la rue non plus, maintenant il y a Dorilton Capital qui donne du fric, il faut le virer, il n'y a pas d'autre choix. Concernant De Vries, bravo. Je ne sais pas s'il mérite plus qu'un autre un siège en 2023, je ne sais pas si Alpine doit tout faire pour aller le chercher, je ne sais pas s'il a le CV le plus intéressant parce qu'il a quand même déjà 27 ans, son titre de F2 est acquis dans une année assez faible, beaucoup de temps a déjà passé, mais voilà, il a déjà fait plein de tours en Formule 1, il en connaît les rouages, il est constamment dans les coulisses, il a la formation Mercedes et il nous a donné la preuve hier de ses capacités. Tu le mets dans une F1, il est capable de compter, lui. On a peut-être assisté au meilleur job dating de tous les temps hier. Il serait maintenant logique que les équipes y réfléchissent, Williams en premier lieu, et ce pour dès Singapour. Après, ne comptez pas sur moi pour dire c'est un scandale que De Vries n'ait jamais eu sa chance en Formule 1. Vous savez que je n'aime pas ça, et d'ailleurs je suis en train de dire exactement la même chose pour Drugovich en ce moment. Il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu, d'autant que hier je trouve la performance plus révélatrice du niveau de Latifi que du niveau de De Vries. Très bien Nick, excellent, si quelqu'un lui donne sa chance en Formule 1, ce sera mérité. Après, est-ce que c'est lui qui mérite le plus et il doit absolument, nécessairement avoir sa place ? Je trouverais ça démago de le crier sur tous les toits. Donc voilà, bravo Nick, j'espère te revoir, mais voilà. N'oublions pas non plus le retour dans les points de Guan Yu Zhou, parti 9ème, le chinois a su faire parler sa bonne vitesse de pointe et a grimpé d'une place suite à l'abandon de Ricciardo et suite aussi à sa bonne course. Une vraie bonne performance de sa part, même si je resterai mesuré, Bottas l'avait assez largement battu en qualif, mais a dû partir dernier à cause de la pénalité, et au final son rythme reste une nouvelle fois très dur à estimer. En plus, Monza est un circuit particulier avec les trains DRS, l'aspiration, etc. Très bien, mais je ne saute pas non plus au plafond avec Guan Yu Zhou. Valtteri, lui, on l'a dit, a dû encaisser sa pénalité et partir loin. Dommage et dur d'analyser sa performance. Je crois que son week-end était gâché d'avance. Et pour ceux que je n'ai pas encore cités aussi, ça a été à la fois compliqué et finalement compromis dès le départ. Tsunoda a dû partir en fond de grille et accumuler un nombre impressionnant de pénalités. Les deux Aston n'avaient absolument aucune vitesse de pointe, peut-être la 9e ou 10e force du plateau ce week-end, et en plus elles ont lâché avant l'arrivée, et enfin les As sont désormais trop loin du compte. On notera tout de même la pénalité de Magnussen qui, une nouvelle fois, a pris un peu trop de risques dans un premier tour. Schumacher lui a fait une course propre, et à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, parce que les As ne fonctionnent plus, malgré un moteur Ferrari qui est lui performant. Ça commence doucement à être un peu la crise dans l'écurie américaine. Si j'ai le temps, dans pas longtemps, je ferai un petit sujet sur eux, parce que leur saison est remplie de contrastes. Il y a à la fois du super réjouissant et du super inquiétant. On en parlera. Allez, on fait maintenant un point sur les classements. 116 longueurs d'avance pour Verstappen, qui peut être titré à Singapour donc. Ce qui est intéressant, c'est la lutte à 5 derrière. Leclerc a 9 longueurs d'avance sur Perez et 16 sur Russell. Sainz et Hamilton sont un petit peu décrochés comptablement, mais ça peut revenir. Norris, lui, a conforté sa place de meilleur des autres et est solidement attaché à la P7. Il en est même abonné, c'est sa place au général. Et il a fait 7ème à 5 des 6 dernières courses ou un truc comme ça. Les Alpines n'ont pas marqué de points. Dans la deuxième partie, Gasly est désormais 11ème, Zhou a repris l'avantage sur Stroll 6 points à 5, et De Vries est 20ème, Latifi 21ème.
Au constructeur, c'est aussi quasi fait pour Red Bull avec 139 points d'avance. Ferrari en a repris 5 à Mercedes, plus 35 donc au général. Ça c'est pas joué par contre, j'ai hâte de voir la fin, ça risque d'être tendu jusqu'à la fin. Alpine ne s'en sort finalement pas mal, garde 18 points d'avance et aura au total pris 10 longueurs à McLaren sur le triple header de Spa à Monza. Alpha semble un petit peu respirer au niveau de la 6ème place, quand AlphaTauri a fait un grand pas vers As qui pourrait bientôt retomber 9ème, car je l'ai dit, Aston a connu un coup d'arrêt parce que le circuit n'était pas du tout fait pour elle, mais sinon en temps normal c'est la 6ème force, donc normalement si on suit la logique, elle pourrait doubler aussi As bientôt. Et enfin voici les notes de ce Grand Prix, j'ai mis 20 à De Vries mais c'est pour s'amuser, sa note ne comptera pas dans la saison parce qu'il n'aura fait qu'un Grand Prix, à moins que Williams ne se décide. Les autres notes je vous laisse mettre pause, les regarder, les défiler, il n'y a pas énormément à dire, ça suit la logique de tout ce qu'on a vu durant le week-end, de tout ce que je viens de dire. Vous pouvez noter dans les commentaires, dans la description, il y a un Google Doc aussi pour faire des moyennes générales. J'ajuste mes notes en fonction de ce que vous me dites. Bref, comme d'habitude, et on prend ça avec un petit peu de recul, s'il vous plaît. Pas comme la safety car, je ne suis pas la FIA. Bah écoutez, sur ce, c'est la fin de ce 16e des prix de la saison. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais que le Grand Prix de Monza est apparemment le circuit le moins bien noté de la saison. Dites-moi si pour vous c'était la pire course de l'année, ou si le final a trop d'importance. Je veux aussi votre avis sur la décision de Ferrari, sur Nyck de Vries, sur la safety car. Comme d'habitude, likez, partagez, suivez-moi sur les réseaux, et rendez-vous dans les commentaires pour le grand débat du lundi soir. Allez sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et on se quitte avec Enzo Ferrari, qui a lâché une petite moue, mais a quand même donné une petite tape dans l'épaule de son écurie. Deuxième, c'est pas forcément ce qu'il voulait, mais ça reste pas mal. À bientôt.